Bonjour et bienvenue dans Génération Méditerranée, l'hebdo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré cette semaine à la Turquie et à son élection présidentielle. Chronique d'une victoire non annoncée. On en parle avec notre invité, Didier Billon. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en duplex depuis le siège de France Télévisions à Paris. Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient. Didier Billon, avant de revenir sur les grands enseignements de l'élection présidentielle et la victoire de Recep Tayyip Erdogan, une question personnelle, qui a-t-il le plus méditerranéen en vous ? En moi, pas grand-chose, parce que je suis parisien depuis 3 générations, mais disons que j'ai un amour particulier pour la mer Méditerranée, puisque une de mes passions, c'est la navigation à voile, et je sillonne donc la mer Méditerranée très régulièrement. Alors naviguons, si vous le voulez bien, du côté de la Turquie, qui sort tout juste d'une séquence électorale un peu particulière. Pourquoi ? Le second tour de l'élection présidentielle qui s'est déroulé le 28 mai a confirmé Recep Tayyip Erdogan dans ses fonctions présidentielles. Il a obtenu 52% des suffrages face à son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu, qui n'a recueilli, entre guillemets, que 48% des voix. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel. La particularité est tout ce qui s'est dit avant le premier tour de cette élection et le premier tour lui-même. Le scrutin du 14 mai dernier est un scrutin à double face. D'un côté, Erdogan ne passe pas au premier tour, une première depuis 2014. Par ailleurs, il s'impose tout de même face à ses concurrents et réunit plus de 49,4% des suffrages. Et là, Didier Billon, ce n'est peut-être pas un choc, mais c'est une surprise pour les observateurs turcs, certains observateurs turcs, et pas seulement, et également une partie du pays qui émettait certains doutes quant à l'avenir politique du président. Oui, effectivement, la grande majorité des instituts de sondage, de nombreux commentaires, de nombreuses analyses avant le premier tour voyaient la victoire de M. Kılıçdaroğlu, ou au moins son arrivée en tête au soir du premier tour. Cela n'a pas été le cas, comme vous l'avez rappelé. Et pourtant, ces analyses se basaient sur un certain nombre d'éléments qui étaient tout à fait probants. Alors, pour mémoire, une situation économique tout à fait préoccupante et assez catastrophique, un état des droits démocratiques et de l'état de droit qui est en désuétude, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des milliers de prisonniers politiques, la liberté de la presse qui est largement entamée, et puis enfin un phénomène d'usure éventuellement, puisqu'on peut rappeler que M. Erdogan et son parti sont au pouvoir depuis maintenant plus de 20 ans. Oui. Et pour autant, eh bien, ça n'a pas été suffisant pour battre M. Erdogan, puisqu'il est arrivé en tête le soir du premier tour et qu'il a donc gagné ses élections présidentielles. Alors je pense qu'il y a une sous-estimation qui est assez habituelle d'ailleurs quand on analyse ce pays, c'est la situation de l'Anatolie profonde, de l'Anatolie centrale. C'est-à-dire que dans ces régions très conservatrices, eh bien, M. Erdogan apparaît comme un petit peu l'homme providentiel, celui qui est capable de relever ces défis, alors notamment les défis économiques, oui, les défis sociaux, les défis géopolitiques, les défis liés aux conséquences du séisme qui a douloureusement frappé la Turquie au mois de février dernier. Et beaucoup de ces hommes et de ces femmes considère que M. Erdogan est le seul capable de défendre les intérêts de la Turquie, le seul capable d'affronter les défis que nous avons évoqués. Donc c'est sûrement ce qui a fait la différence, c'est-à-dire cette perception d'un homme fort, d'un homme providentiel, d'un homme qui a su hisser la Turquie comme un interlocuteur incontournable de la plupart des grandes puissances. Tout cela est tout à fait exact et cela a beaucoup joué et je pense que ça a été très sous-estimé par les oppositions. Alors, deuxième facteur, là j'irai plus vite, c'est que cette coalition d'opposition qui était menée par M. Kılıçdaroğlu était une coalition composée de 6 partis. Et donc il y avait une perception chez beaucoup de Turcs que cet aspect très hétéroclite de la coalition allait rendre impossible la résolution des grands défis si elle parvenait au pouvoir. Donc ça a plutôt joué en leur détriment. Alors on va voir ça en détail. Une donnée également importante, le taux de participation moyen entre les deux tours, pour les deux tours est supérieur à 85%. Donc il y a une grosse participation. Vous l'avez dit, il y a 2 Turquies. Celle des grands centres urbains comme Istanbul, Izmir ou encore Ankara.
dont les maires sont des opposants à Erdogan. Et puis, il y a le reste du pays. La Turquie, c'est quand même 85 millions d'habitants, vous allez me corriger, et les 3 grands pôles en réunissent 25 millions à peu près. Donc, les 2 Turquies coexistent. Vous avez parfaitement raison, mais il y a un petit élément supplémentaire pour compléter ce que vous venez d'évoquer, c'est que les régions qui ont voté majoritairement pour l'opposition, Kılıçdaroğlu, représentent 66%, je dis bien 66%, du PIB de la Turquie. C'est-à-dire que ce sont probablement les zones les plus industrialisées, les zones les plus dynamiques au niveau économique qui ont voté pour l'opposition. A contrario, je ne dis pas la Turquie des campagnes, parce que désormais l'immense majorité des Turcs sont urbanisés, mais cette Anatolie profonde, cette Anatolie où il y a de petites villes, un tissu industriel beaucoup plus large, c'est celle-ci qui a voté majoritairement pour Erdogan. Donc il y a véritablement 2 Turquies qui s'affrontent malheureusement. Oui. Et nous avons assisté lors de cette campagne électorale à 2 projets de société qui s'affrontaient sur tous les points. Et donc qui ne peuvent pas beaucoup communiquer entre eux. C'est ça qui est un problème. Et ça, c'est aussi le produit de la politique de M. Erdogan depuis 20 ans, parce que M. Erdogan a voulu polariser son pays. Les Turcs contre les Kurdes, les croyants contre les laïcs, les sunnites contre les alévis, etc. Et donc, M. Kılıçdaroğlu, lors du premier tour, avait tenté de jouer la carte de l'homme tranquille, de la force tranquille, celui qui voulait apaiser les tensions, celui qui voulait réconcilier les Turquies. Il n'y est pas parvenu. À contraire, M. Erdogan, lui, a poursuivi sa ligne politique habituelle de polarisation des oppositions, d'attiser ces oppositions, et malheureusement, ça a donné les résultats escomptés. Et donc, finalement, il y a le caractère identitaire qui était porté par M. Erdogan, cet aspect profondément conservateur, pétri de valeurs religieuses, qui a séduit ou qui a conforté la majorité des Turcs dans leur soutien. Mais comme vous le rappeliez, tout d'abord, c'est la première fois que M. Erdogan, lors d'élections présidentielles, est obligé de recourir à un second tour pour être élu. Et le résultat final, c'est 48-52. Donc ce n'est pas non plus un raz-de-marée pour M. Erdogan, bien loin de là. Et toutes les contradictions qui étaient perceptibles avant les élections, elles restent posées aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'il est élu que, comme par un coup de baguette magique, tous les défis de la Turquie vont être résolus. Alors, un des défis, c'est le secteur économique. Le contexte est particulièrement difficile pour les Turcs. L'inflation sur un an a atteint les 44%. Autre exemple, le taux de change. Il y a 2 ans, 1 euro valait 10 livres turcs. Aujourd'hui, 1 euro compte pour 21 livres. Sur ce volet économique, Didier Billon, que peut-on dire ? C'est infiniment préoccupant pour la très grande majorité des Turcs, parce qu'à part une infime minorité d'ultra-riches, toutes les catégories sociales subissent les effets de la crise économique, y compris même les classes moyennes, voire moyennes supérieures. C'est-à-dire que pour la plupart des Turcs, les fins de mois sont particulièrement difficiles, pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Alors on peut se dire, mais dans cette situation, comment se fait-il que M. Erdogan ait été réélu ? Alors il faut tenter de mettre rapidement en perspective. Cette situation économique qui s'est considérablement dégradée prévaut depuis environ 4 ans. Mais si on fait le bilan de M. Erdogan sur la vingtaine d'années qu'il a passé au pouvoir, là nous avons un autre point de vue. Parce qu'en 20 ans, les progrès de l'économie turque sont spectaculaires. Je me rappelle par exemple que dans les années 2009, 2010, 2011, donc ce n'est pas tout à fait hier, mais le taux de croissance annuel turc était de 9-10%. On sait qu'en une quinzaine d'années, le revenu moyen, alors les moyennes sont toujours un peu trompeuses en économie, mais le revenu moyen des Turcs s'est multiplié par presque 3. Donc l'électorat turc se souvient de ça et comprend qu'il y a une conjoncture extrêmement douloureuse et compliquée, mais que la période économique sur une vingtaine d'années allait nettement meilleure. Et donc pour régler la conjoncture économique préoccupante
qu'ils sont en train de vivre et de traverser, eh bien Erdogan, qui a quand même une longue expérience de l'appareil d'État, ont-ils considéré le meilleur de celui qui pourra relever la Turquie. Donc, vous voyez, il y a un aspect contre-intuitif, parce que quand on voit les chiffres tels que vous les avez rappelés, on se dit mais c'est une catastrophe, et alors les électeurs auraient dû sanctionner Erdogan. Oui, mais il faut mettre en perspective pour mieux comprendre les logiques à l'œuvre. Alors c'est pas pour ça que cela justifie le vote pour Erdogan, mais les électeurs ont tranché, et le mandat est pour 5 ans désormais. Alors par ailleurs, le 6 février dernier, le sud-est du pays a été dévasté par une série de tremblements de terre qui a causé au moins 50 000 morts et plus de 3 millions de déplacés. La gestion de la catastrophe par Erdogan a été vivement critiquée et pourtant, là encore, Didier Billon, une partie des habitants des zones concernées s'est tournée vers le président sortant, le président qui a d'ailleurs promis de reconstruire au plus vite 650 000 logements. Le coût total des dégâts du désastre s'élèverait à plus de 100 milliards de dollars selon l'ONU et la présidence turque. Oui, c'est tout à fait cela. Alors là aussi, c'est totalement contre-intuitif, parce que dans cette région touchée par le séisme, il y a des villes, par exemple la ville de Kahramanmaraş, qui a été détruite à 50%. Donc c'est une véritable catastrophe, il y a eu des centaines de morts, etc. A voté, tenez-vous bien, à près de 78% pour Erdogan. Donc là aussi, on s'interroge beaucoup. Et je pense que c'est encore une fois la même raison. C'est-à-dire que ces hommes, ces femmes, qui ont été touchés dans leur chair, avec des décès, des morts dans leur propre famille, parmi leur cercle amical, qui ont probablement vu tout ou partie de leur habitation détruite, et qui sont donc très affectés par les effets de ce séisme terrible, eh bien, on considérait que Erdogan était celui qui pouvait relever, là aussi, le défi. Alors, avec beaucoup de démagogie de sa part, parce qu'évidemment, il a promis de reconstruire la plupart des bâtiments d'ici 1 an, ce qui est une absurdité absolue. Oui. Aujourd'hui, la question n'est pas de se précipiter, ce serait au contraire de se mettre autour d'une table avec des spécialistes, des ingénieurs, des géologues, des sismologues, de façon à pouvoir imaginer les régions précises dans lesquelles on peut reconstruire ces villes ou ces bourgs qui ont été gravement atteints, de se donner les moyens techniques de construire ces nouvelles habitations en respectant les normes antisismiques prévalentes à l'international, ce qui n'a pas été le cas, sinon il n'y aurait pas eu tant de dégâts matériels et humains. Et donc là, il y a une forme de démagogie, de clientélisme de M. Erdogan qui est absolument condamnable, mais qui a payé quelque part. Alors je ne suis pas certain que ces promesses de campagne puissent être appliquées, et je ne suis pas du tout convaincu que la plupart des bâtiments qui ont été détruits puissent être reconstruits dans l'année à venir. Et d'ailleurs, ce n'est pas souhaitable, encore une fois. Je pense qu'il est urgent de prendre son temps pour reconstruire ces régions affectées par le désastre, dans des conditions qui limiteront d'autres séismes, parce que nous savons que nous sommes de toute façon dans une zone de séisme. Ça, on n'y peut rien, mais ce que l'on peut par contre, c'est construire des maisons susceptibles, capables de résister aux effets dévastateurs d'un tremblement de terre. Didier Billon, vous l'avez dit, l'un des principaux enseignements de cette élection, c'est qu'il n'y a pas une mais 2 Turquies, 2 projets de société, et que le président Erdogan sait parfaitement naviguer entre ces 2 mondes. On compare souvent le président à un joueur de Go plutôt qu'un joueur d'échecs, parce qu'il s'adapte plus qu'il n'anticipe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison ? Moi, ce n'est pas tellement le jeu de Go que je prendrais. Tout d'abord, ce n'est pas un joueur d'échecs, ça j'en suis parfaitement d'accord. Mais je prendrais plutôt un jeu très méditerranéen, le taoula, on appelle cela en Turquie ou en Grèce, le trick-track, dit-on encore, parce que c'est un jeu que nos auditeurs doivent bien connaître. Il est assez répandu dans pas mal de pays de la Méditerranée, et c'est un jeu à la fois de pions et de dés. Et lorsqu'on lance les dés, la partie peut être totalement remise à zéro. Eh bien, je pense que M. Erdogan est un joueur de taoula, c'est-à-dire qu'il est susceptible de faire des coups. Et des fois, ça marche très bien, incontestablement, et en politique intérieure et en politique extérieure. Ça, c'est un homme de coups avec un P à la fin. Mais ce n'est pas un joueur d'échecs. Ce n'est pas un homme qui est capable de se projeter sur les 15 ou 20 ans. Alors, notamment en politique extérieure. C'est-à-dire qu'il est capable de saisir des opportunités
parfois habilement, parfois avec succès, mais il n'est pas capable de se projeter sur 15 ou 20 ans. C'est un pragmatique. C'est un homme dont la politique extérieure, au cours des dernières années, a fait preuve d'une plasticité tout à fait étonnante. Alors, au niveau de la politique intérieure, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il a un projet, incontestablement. C'est évidemment d'asseoir son pouvoir, de le conforter. Je pense que M. Erdogan avait une obsession, c'était de rester président en 2023 pour une raison simple, c'est que nous fêtons cette année le 100e anniversaire de la Turquie républicaine. Oui. Et puis il avait aussi, alors c'est pari gagné, et il y a un deuxième pari qu'il a aussi gagné, c'était de rester au pouvoir plus longtemps que le fondateur de la Turquie républicaine, Mustafa Kemal Atatürk, dont on sait qu'il a une importance considérable dans l'histoire de la Turquie récente. Et M. Erdogan, désormais, a été au pouvoir plus longtemps que M. Kemal Atatürk. Et donc Erdogan est de ceux qui doivent être obsédés par la trace qu'il va laisser dans l'histoire. Et il laissera une trace, incontestablement. Donc au niveau de la politique intérieure, je pense qu'il a des projets, il a une obsession, c'est de revenir aux enseignements, aux fondamentaux de l'Empire ottoman, sans évidemment vouloir reconstituer un empire. Ça, c'est une absurdité. Par contre, en termes de politique extérieure, je crois qu'il n'a pas une vision très, très précise de ce qui peut se passer d'ici 10 ou 15 ans. Mais vous savez, c'est un défaut que beaucoup de chefs d'État, en réalité, partagent. Et leur incapacité à se projeter dans l'avenir est assez commun. Effectivement. Didier Billon, je vous propose de passer à notre Zoom de la semaine. On va s'intéresser à l'opposition au président Erdogan. Est-ce que ces 48% des voix peuvent être capitalisables pour le Parti républicain du peuple? Alors qu'on voit là Kemal Kılıçdaroğlu en train de voter. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces 48%? Qu'est-ce que l'opposition va en faire? J'évoquais tout à l'heure le caractère hétéroclite de cette coalition de 6 partis. Donc, on a pu le voir hier, donc c'est tout récent. Le deuxième parti en importance dans cette coalition des 6, parce qu'il y avait 2 gros partis, puis 4 beaucoup plus petits. Le deuxième parti, qu'on appelle le İyi Parti, ça veut dire le bon parti. Les noms des partis turcs sont parfois un peu étranges. Donc ce bon parti a décidé de reprendre son indépendance et donc de fracturer la coalition. Et je pense que les autres partis, petits partis, vont suivre le même chemin. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est ce qu'on avait appelé la table des 6. C'est le surnom qui lui avait été donné, puisque 6 partis, maintenant elle a éclaté, quasiment éclaté. Et le Parti républicain du peuple, qui est le parti principal, dont le secrétaire général a été le candidat uni de l'opposition, M. Kılıçdaroğlu, que nous voyions à l'antenne à l'instant, eh bien, il va sûrement rester à la tête de son parti, temporairement en tout cas, parce que nous avons d'ores et déjà une autre échéance qui se profile. Et M. Erdogan, c'est très étonnant, qui a fait une longue campagne harassante dès le soir de sa victoire, dimanche dernier. Il a fait 2 discours le soir, un à Istanbul, un à Ankara. Dans son premier discours à Istanbul, donc véritablement à chaud, nous venions d'apprendre le résultat de cette élection. Il a fait un discours, remerciant ses électeurs, etc., en disant « Le combat continue ». La prochaine échéance, ce sont les municipales, oui. Clairement. Il repart au combat avec, évidemment, un enjeu mais fondamental, c'est que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, les grandes villes du pays, par ordre d'importance numérique, Istanbul, Ankara et Izmir, sont aux mains du Parti républicain du peuple de M. Kılıçdaroğlu. Et donc, d'ores et déjà, M. Erdogan se projette dans la campagne électorale municipale de l'année prochaine, en 2024, et donc je crains que l'opposition aborde ces élections de la plus mauvaise des manières, puisqu'ils sont en train de rompre leur unité et que chacun va voguer vers son propre horizon. Donc M. Erdogan, je ne dis pas qu'il a parti gagné pour les municipales, mais vous voyez que cet homme est un homme de combat, alors pour le meilleur ou le pire selon ses opinions. On le disait affaibli. Alors, il y a eu des rumeurs, mais je les entends très honnêtement depuis 15 ans. Monsieur Erdogan est très malade, il est affaibli, on lui a prêté toutes les maladies. Moi, personnellement, je n'y ai jamais vraiment prêté beaucoup d'attention parce que je trouve que depuis 15 ans, il fait preuve d'un dynamisme tout à fait étonnant pour un homme de cet âge. Néanmoins, il est vrai que dans une émission de télévision, avant le premier tour, il a eu un malaise, mais un malaise en direct.
Et pendant 2 jours, il s'est retiré de la campagne électorale. Alors je pense que c'était un problème conjoncturel, mais je n'ai pas d'informations, je ne suis pas médecin en outre. Mais en tout cas, il est reparti très rapidement à la bataille. Alors ce qui est vrai aussi, pour terminer sur ce point d'ordre médical, c'est que quand on voit Erdogan faire un meeting, et il en fait beaucoup, quand on le voit marcher, on voit un homme qui a son âge, près de 70 ans, ce n'est pas très vieux, mais c'est une vie de combat, incontestablement, depuis son adolescence, et il est moins flamboyant qu'il y a une quinzaine d'années. Mais je vous le confirme, moi aussi, je dois être moins en forme le matin quand je me réveille qu'il y a 15 ans. Comme tout le monde, comme tout le monde. Quelle ambition a-t-il pour son pays, à la fois en politique intérieure et à l'international? On sait qu'il doit faire face aussi à la montée de l'ultranationalisme, lui-même n'étant pas complètement étranger à cette notion, à ce concept. Alors c'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire que quand on regarde le détail des chiffres et des résultats électoraux, on constate que le parti de M. Erdogan a connu, non pas un affaissement, ce serait largement exagéré, mais un effritement. C'est-à-dire qu'il est en perte de vitesse et finalement il retrouve le niveau des élections qui l'avaient porté au pouvoir la première fois il y a 21 ans. Par contre, sa coalition est victorieuse parce que les partis ultranationalistes se sont renforcés. Et à mon avis, ce qui est très préoccupant pour les années à venir, pour la Turquie, c'est que ces partis, ces groupes ultranationalistes, on les retrouve à la fois dans la coalition de M. Erdogan, bien sûr, il est allié de longue date au Parti d'Action Nationaliste, qui est un parti d'extrême droite, xénophobe, raciste, etc. Mais on retrouve aussi un parti, le II Parti que j'évoquais, qui est un parti de centre-droit, mais dont les origines sont à trouver dans l'extrême droite nationaliste. Et puis, on ne l'a pas évoqué, mais il y avait le troisième homme au soir du premier tour, M. Sinan Oğan, qui a fait 5% des élections et qui a été un peu le faiseur de roi, qui lui-même est un ultranationaliste. Donc ça fait beaucoup. Les forces nationalistes, si on les additionne, font environ un peu plus de 25%. Et je crois qu'en réalité, un des grands défis qui va se poser à la Turquie dans les années à venir, c'est pas tellement la question de l'islam politique. Bien sûr, c'est une question qu'il faut traiter, qu'il faut analyser, mais c'est, à mon avis, c'est très urgent, cette affirmation, cet enracinement du nationalisme, de l'ultranationalisme. Très honnêtement, entre les deux tours, y compris M. Kılıçdaroğlu, a eu des expressions de campagne qui font frémir, qui étaient racistes, notamment à l'encontre des réfugiés syriens qui se trouvent en Turquie. Je vous rappelle quand même que c'est 3,6 millions, 3,8 millions réfugiés syriens et quelques centaines de milliers d'autres nationalités. Tout ça est très, très, très préoccupant pour l'avenir. Alors, quelle est la vision de M. Erdogan pour son pays? Déjà, le maintenir dans la cour des grands. Clairement. Alors je rappelle que, par exemple, la Turquie, en dépit de ses problèmes économiques que nous avons brièvement évoqués tout à l'heure, c'est encore un membre du G20, c'est-à-dire les 20 États les plus puissants du monde. C'est un État qui est totalement incontournable. On le voit bien dans les crises régionales au Moyen-Orient, on le voit dans la guerre entre entre la Russie et l'Ukraine, ce sera plus exact de le dire ainsi. Nous savons que d'ailleurs que M. Erdogan a joué une position de médiateur ou de tentative de médiation entre l'Ukraine et la Russie, entre Poutine et Zelensky, avec incontestablement des succès. Tout le monde se souvient par exemple qu'au mois de juillet dernier, en juillet 2022, il a réussi à conclure un accord sur les céréales et arriver à faire sortir les céréales qui étaient bloquées dans les ports ukrainiens par le détroit du Bosphore et des Dardanelles en direction de marchés avides de céréales au Moyen-Orient et en Afrique. Donc, M. Erdogan va se comporter sûrement comme un interlocuteur difficile, exigeant, parce que ce sera l'hubris de la victoire. Ça, il va en profiter. Ce n'est pas son caractère que d'apaiser les choses, mais la Turquie, avec ou sans Erdogan, mais en l'occurrence avec, sera un pays qui continuera, je crois, à s'affirmer dans les années à venir. Bien sûr, et je rappelle qu'il a quand même été félicité à la fois par Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, à peu près toute la communauté internationale, et Emmanuel Macron en a parlé comme d'un partenaire pour la Méditerranée dans son tweet de félicitations. Didier Billion, c'est l'heure de passer à la bande originale.
Et vous avez choisi de prendre le contre-pied de tout ce qui s'est dit durant cette émission en proposant un extrait de l'album Turki Azik, chant d'amour et de sagesse d'Anatolie. Pourquoi ce choix rapidement? Il nous reste 30 secondes. C'est parce que ces chants de ce qu'on appelle les hashok, c'est-à-dire ces poètes itinérants, ces bardes itinérants, ça fait partie du patrimoine culturel de la Turquie. Ce sont des hommes qui, en plus, ont été souvent porteurs de messages à la fois d'amour, mais d'amour au sens divin et mystique du terme, mais aussi ont porté des messages de révolte contre les pouvoirs établis. Et je pensais qu'outre la beauté de cette musique, c'était un clin d'œil à l'actualité politique. Parfait. Didier Billon, merci de m'avoir accompagné durant cette émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La Turquie, un partenaire incontournable aux éditions Erol. Et on l'a vu combien elle était incontournable, cette Turquie. Merci aux équipes de France Télévisions, à Ajaccio et à Paris qui ont permis de réaliser cette émission. Enfin, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, toujours sur France 3 Corse via Stella ou sur la plateforme France.tv. Salut. Olmaz 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 yar. Olmaz 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 olmaz